Le Paris occupé respirait encore le parfum du luxe et l'éclat des vitrines, mais sous les dorures haussmanniennes flottait l'ombre menaçante des uniformes gris. Dans les ateliers feutrés de Chanel, où le froufrou de la soie défiait le silence imposé, une jeune couturière traçait ses lignes avec une concentration d'acier. Ses aiguilles, fines comme des secrets, couraient sur les étoffes précieuses, tissant bien plus que des robes pour les épouses et maîtresses des occupants. Chaque point était un pas de danse sur le fil du rasoir, chaque pli, un message codé dans l'élégance trompeuse de la haute couture. Geneviève Moreau, 25 ans et une adresse de main que bien des aînés lui enviaient, incarnait l'image parfaite de la discrète artiste parisienne. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon strict, ne laissaient s'échapper que quelques mèches rebelles, comme une étincelle de vie dans la discipline de l'atelier. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient à la fois rêveurs et d'une acuité perçante, ne laissant échapper aucun détail, qu'il s'agisse de la chute d'un tissu ou de l'expression furtive sur un visage. Sous son tablier immaculé, ses mouvements étaient précis, assurés, chaque geste une chorégraphie silencieuse. Elle travaillait là, au cœur battant de la rue Cambon, dans le temple même où mademoiselle Chanel régnait sur un empire d'apparat. Dehors, le Paris haussmannien, même sous le poids des croix gammées et le murmure constant de l'allemand, conservait une beauté insensée. Les marronniers bordaient des avenues où les files d'attente pour le pain s'allongeaient devant des boulangeries aux étals misérables, contrastant cruellement avec l'opulence figée des vitrines des grands magasins, éclat irréel d'une vie que peu pouvaient encore se permettre. Le couvre-feu à 9 heures asséchait les rues de toute vie, laissant place au crissement des bottes et au hurlement des sirènes. C'était un Paris affamé qui regardait, à travers les glaces embuées, les robes de soie et les fourrures que Geneviève et ses consoeurs confectionnaient pour celles qui n'avaient pas à compter. Dans l'atelier de Chanel, le silence était une forme de respect, mais aussi d'autoprotection. On ne parlait pas politique, on ne se plaignait pas trop fort, on ne regardait pas trop longtemps les clients allemands. Coco Chanel elle-même, silhouette énigmatique, glissait parfois entre les portants, son regard perçant évaluant la coupe d'une veste ou l'aplomb d'une épaule. On la disait ambiguë, trop proche de certains cercles d'occupation pour être innocente, trop attachée à sa maison pour en compromettre l'éclat. Geneviève, elle, ne se prononçait pas. Son travail exigeait une perfection que la colère ou le jugement auraient entachée. Chaque mètre de soie qui passait entre ses mains était un rappel des compromis qu'il fallait faire pour survivre, pour exister, pour espérer un jour retrouver un semblant de liberté. À la tête de l'atelier, Madame Dubois régnait avec une autorité empreinte d'une fatigue sourde, une femme dans la cinquantaine, le visage buriné par les soucis, mais l'œil vif. Elle avait vu les modes passer, les régimes changer, et avait appris la survie par l'adaptabilité. Stricte sur les délais et la qualité, elle protégeait pourtant ses filles à sa manière, par un pragmatisme qui frôlait la collaboration nécessaire. Moreau, c'est Ourlet. 1 millimètre de moins et ce sera la ruine de la silhouette, lança-t-elle un matin sans lever les yeux de ses propres épingles. Mais son ton, dépourvu de véritables reproches, laissait deviner une affection discrète pour la jeune couturière dont elle connaissait le talent exceptionnel. À côté de Geneviève, Émilie, une apprentie de 18 ans à peine, aux yeux pétillants d'une naïveté désarmante, soupirait devant un croquis. Quand tout cela sera fini, Geneviève, croyez-vous qu'on pourra encore porter des robes aussi extravagantes ? Geneviève esquissa un sourire contraint. Nous porterons ce que nous voudrons, Émilie. Mais ce que nous créerons sera sans doute plus fort que l'extravagance. Émilie représentait l'innocence menacée, le futur fragile que Geneviève tentait, à sa manière, de préserver. C'est ce même après-midi que le danger, enveloppé de soie et de parfums capiteux, entra. Frau Schmidt, l'épouse d'un officier de la Gestapo, une femme à la silhouette massive et au sourire trop large, balaya l'atelier de son regard possessif. Elle exigeait une nouvelle robe de soirée pour une réception à l'hôtel Ritz. Son français, bien que grammaticalement correct, était empreint d'une arrogance gutturale qui heurtait les oreilles. « Ma robe doit être parfaite, mademoiselle. Mon mari, le commandant Schmidt, n'apprécie pas la médiocrité », dit-elle en pointant un doigt manucuré vers Geneviève, qui s'approchait pour prendre les mesures. Geneviève fit son travail avec une méticulosité clinique, son sourire poli un masque impénétrable. Elle mesurait la taille opulente de Frau Schmidt, ajustait les pinces sur le buste, et pendant ce temps, ses yeux enregistraient chaque détail. La qualité du lainage allemand, l'odeur du parfum lourd, le scintillement d'une broche en émeraude au revers de sa veste.
Et puis la petite surprise, une étiquette d'un tailleur berlinois sur la doublure de la veste, une marque que les services de renseignement britanniques avaient appris à reconnaître. Des noms, des lieux, des dates. Tout était un indice potentiel dans le grand jeu. Alors qu'elle ajustait un pli près de l'épaule, ses doigts effleurèrent, presque par accident, la doublure du gant de Frau Schmidt. Un infime accroc, à peine visible, mais suffisant pour y glisser un petit quelque chose. En une fraction de seconde, avec la dextérité d'une prestidigitatrice, Geneviève sentit un minuscule objet glisser dans la déchirure. Un battement de cœur manqué, une pause presque imperceptible dans son mouvement. Le regard de Frau Schmidt était ailleurs, sur son reflet dans le grand miroir. « Parfaitement, madame », dit Geneviève, sa voix aussi calme que le froufrou de la soie. « Nous ferons en sorte que le résultat soit à la hauteur de vos attentes et de l'honneur de Paris. » Sous l'élégance du verbe, un double sens résonnait, un défi silencieux. Frau Schmidt rit, insensible à l'ironie. Une fois la cliente partie, laissant derrière elle un sillage lourd de parfums et de menaces, Geneviève se retira discrètement vers son poste. Ses doigts se frayèrent un chemin jusqu'à la minuscule cachette. Ce qu'elle en tira n'était pas un morceau de papier, trop friable, trop évident. C'était un minuscule fragment de soie, d'un vert chasseur profond, une couleur rare, presque oubliée, que seules les maisons les plus anciennes connaissaient. Sur ce carré, un chrysanthème finement brodé, d'un fil d'or si discret qu'il fallait l'incliner à la lumière pour le voir. Et en dessous, en minuscules chiffres calligraphiés à l'encre de Chine, une série de coordonnées géographiques et l'heure, 48°29.0, N 2:17:49.0, E 22:00. Ce n'était pas un message clair, mais un rendez-vous crypté. La graine d'un espoir dangereux venait d'être semée, un fil invisible tiré dans le tissu complexe de son existence. Le parfum du danger avait enfin trouvé sa couturière. Le minuscule fragment de soie, glissé au creux de sa main, semblait plus lourd que le plus précieux des diamants. Ce n'était pas seulement une couleur oubliée ou un chrysanthème brodé. C'était une invitation, un défi lancé depuis l'ombre et le premier battement d'un cœur qu'elle n'avait pas encore osé entendre. Geneviève, le dos tourné à la lumière du jour agonisant qui filtrait des grandes fenêtres de l'atelier, dissimulait sa découverte derrière les croquis d'une robe de soirée. Ses doigts fins traçaient des lignes abstraites sur le papier, tandis que son esprit, lui, traçait une carte. 42 à 29 0 N 2:17:49 0 E. Les coordonnées résonnèrent dans sa tête avec la cadence d'une sentence. Elle n'avait pas besoin de carte pour les situer. Le Paris de son enfance était gravé dans sa mémoire avec la précision d'un horloger. Le point désigné était un lieu hautement symbolique, presque impie sous le joug allemand, le pied de l'Arc de Triomphe, là où dormait le soldat inconnu, à 2 pas de l'étoile. À 22 heures, en plein couvre-feu. Une vague de chaleur, mêlée de terreur et d'une excitation mordante, la submergea. C'était la peur de l'inconnu, bien sûr. La peur des patrouilles, des contrôles, des caves de la Gestapo dont on murmurait les horreurs. Mais c'était aussi la reconnaissance d'une opportunité, le frisson d'un devoir qui l'appelait au-delà de sa vie grise, au-delà des fils qu'elle tissait pour l'ennemi. Elle était une couturière, habituée à la précision, aux motifs secrets dissimulés dans les doublures, aux apparences trompeuses. La résistance, pensait-elle, était peut-être un tissu qu'elle pouvait apprendre à maîtriser. Le reste de l'après-midi à l'atelier fut un flou cotonneux. Les froufrous, les ordres de Madame Dubois, les rires forcés d'Émilie, tout lui parvenait comme à travers une vitre dépolie. Elle ne voyait que l'obscurité grandissante de la ville, n'entendait que le tic-tac incessant de l'horloge. Quand elle quitta la rue Cambon, Paris était déjà drapé de sa nouvelle livrée nocturne. Une obscurité lourde, ponctuée par le halo distant des phares des véhicules allemands et les faibles lueurs bleutées des rares ampoules camouflées. Les élégantes devantures des grands magasins, autrefois des symphonies de lumière, n'étaient plus que des cicatrices sombres. Le froid mordait, un froid qui n'était pas seulement celui de l'hiver, mais celui de la peur qui glaçait les âmes. Geneviève serra son manteau modeste contre elle, se fondant dans la silhouette des passants pressés de rejoindre leur logis avant l'heure fatidique. Elle ne prit pas le chemin le plus court, ni le plus direct. Ses pas étaient un cheminement calculé à travers les ruelles moins fréquentées, ses yeux balayant chaque recoin, chaque ombre. Les rares Parisiens qu'elle croisait avaient des visages fermés, des regards évitants. Personne ne voulait de problème, personne ne voulait voir. C'était la règle non écrite de la survie. Elle traversa le pont de la Concorde, la silhouette imposante de l'Assemblée nationale se perdant dans le voile de la nuit.
Le fleuve reflétait un ciel sans étoiles, une étendue d'encre agitée par un vent glacial. Chaque soldat allemand posté au coin d'une rue, chaque jeep qui passait, était une menace tangible. Son cœur battait la chamade, mais sa respiration restait régulière, son allure posée. La couturière savait masquer ses émotions derrière une façade de tissu impeccablement tendue. À l'approche des Champs-Élysées, l'avenue, autrefois cœur battant de la vie parisienne, semblait une artère vide, fantomatique. Seuls les bruits de bottes et le murmure des moteurs allemands brisaient le silence. Au loin, l'arc se dressait, colossal et solennel, un défi de pierre à l'occupation. Il semblait attendre, comme elle. Elle arriva quelques minutes avant 22 heures. L'air était glacé, chargé d'une humidité mordante. La flamme du soldat inconnu scintillait, un point de lumière fragile dans l'immense obscurité, comme l'âme indomptable de Paris. Geneviève se posta discrètement près d'un pilier, faisant semblant d'attendre quelqu'un ou de simplement contempler le vide. Ses sens étaient en alerte. L'odeur de la pluie imminente, le faible tintement lointain d'une cloche d'église, le crissement de gravillon sous une botte. Une minute passa, puis 2. La tension serrait sa gorge. Avait-elle mal interprété? Était-ce un piège? Puis, un homme s'approcha. Sa silhouette émergeait des ténèbres avec une discrétion presque surnaturelle. Il portait un imperméable usé et un chapeau bas, son visage à peine visible dans l'obscurité. Il semblait ordinaire, insignifiant même, ce qui en faisait la créature la plus dangereuse de cette nuit. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, sans la regarder directement. Sa voix était basse, grave, avec un accent du sud-ouest à peine perceptible. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il. « Savez-vous si les fleurs de chrysanthème sont déjà en saison? Ma femme les aime tant. » Geneviève sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, le mot-clé. Elle se tourna vers lui, sa voix claire, étonnamment stable. « Ah, monsieur, » répondit-elle d'un ton faussement léger, « les chrysanthèmes, ils ont toujours su fleurir même sous la plus rude des tempêtes, mais seulement pour ceux qui savent en prendre soin. » L'homme esquissa un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Fort bien dit, mademoiselle. » Il fit un pas de côté, l'invitant à le suivre d'un imperceptible mouvement de tête. « Permettez-moi de me présenter, je suis Antoine. » Ils marchèrent côte à côte le long de l'avenue déserte, leurs pas se mêlant, leurs ombres se confondant. « Geneviève Moreau, » répondit-elle simplement. « Je sais, » dit Antoine, son ton dénué de toute surprise. « Nous avons observé votre travail avec une certaine admiration, mademoiselle Moreau. Votre sens du détail, votre discrétion, des qualités précieuses par les temps qui courent. » Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens dans la pénombre. « Le carré de soie, vous l'avez compris, n'est-ce pas? Il y a des doublures à la vie, mademoiselle. Des fils qui courent dessous la surface visible, des messages silencieux. Je ne savais pas que ces fils étaient destinés à être tirés, » répondit Geneviève, le cœur martelant ses côtes. Antoine s'arrêta sous l'ombre massive d'un immeuble haussmannien. Ils ne le sont pas la plupart du temps. Mais parfois, il faut choisir de saisir l'aiguille. Nous avons besoin de mains habiles, de regards vifs. Les épouses de nos occupants, les officiers de la Gestapo, ils pensent que la haute couture est une distraction. Mais pour nous, c'est une mine d'informations, une carte routière de leurs mouvements, de leurs faiblesses, de leurs désirs. Il sortit de sa poche un paquet de cigarettes français et lui en tendit une. Geneviève refusa d'un hochement de tête. « Votre rôle, mademoiselle Moreau, serait de continuer votre travail, d'être la couturière la plus irréprochable de Paris, et en même temps d'être nos yeux, nos oreilles, de transmettre ce que vous voyez, ce que vous entendez, chaque mot, chaque geste, chaque détail insignifiant. Et le risque ?» demanda Geneviève, la gorge sèche. Antoine prit une longue bouffée de sa cigarette, le point rouge incandescent illuminant brièvement son visage marqué par la fatigue. « Le risque est total, mademoiselle, pour nous tous, mais le choix est vôtre. Vous pourriez refuser et retourner à votre vie. Personne ne vous en tiendrait rigueur. » Geneviève regarda la flamme vacillante de l'arc, si proche et pourtant si lointaine, le souvenir des visages affamés dans les rues, des files d'attente pour le pain, de l'arrogance de Frau Schmitt. Elle avait déjà choisi en se rendant à ce rendez-vous. « Je prends l'aiguille, monsieur Antoine, » dit-elle, sa voix ferme, un pacte scellé avec l'obscurité. « Dites-moi où piquer. » Un léger sourire réapparut sur les lèvres d'Antoine. « Très bien. Votre premier point, mademoiselle Moreau, sera un petit carnet, une main discrète, un œil rapide et surtout une mémoire d'acier. Chaque rendez-vous, chaque client important, chaque commande inhabituelle, tout a son importance. » Il lui tendit une minuscule boîte d'allumettes, vide.
À l'intérieur, un papier ultra fin. Vous y noterez ce que vous jugerez utile. Ne le gardez jamais sur vous plus que nécessaire. Il lui expliqua ensuite un système de points de chute, des lieux anodins où elle déposerait ses notes, des boîtes aux lettres désaffectées, des cavités dans les murs, des jardinières abandonnées, des adresses, des horaires précis, un balai de fantômes dans la ville endormie. Demain soir, même heure, même endroit, conclut Antoine. Vous y déposerez la boîte. Puis, aussi discrètement qu'il était apparu, Antoine s'évanouit dans les ombres de Paris, laissant Geneviève seule face à l'immense arc de triomphe, gardien silencieux d'un secret qui venait d'éclore. Elle était désormais Geneviève Moreau, couturière de Coco Chanel et agent double. Le parfum du danger avait trouvé sa couturière et la couturière avait trouvé son destin, tissé de fils invisibles et de risques inouïs. Le matin suivant, le sillage du café n'avait plus le même goût. Pour Geneviève, le Paris occupé, hier encore un paysage de résignation, était devenu un échiquier où chaque pas était calculé, chaque ombre un piège potentiel. Elle portait désormais un secret invisible, plus lourd que les soies les plus précieuses qu'elle manipulait. Le poids de la petite boîte d'allumettes vide glissée dans une doublure de sa blouse était un rappel constant du pacte scellé sous l'Arc de Triomphe. Dans les ateliers de Chanel, l'air était empreint de l'odeur sucrée de la poudre et de l'amertume des non-dits. Ses doigts, hier encore d'une agilité innocente, semblaient désormais chargés d'une intention nouvelle. Chaque pli d'étoffe qu'elle façonnait devenait un masque, chaque ajustement une manœuvre. Madame Dubois, la chef d'atelier, traçait ses propres lignes avec une rigueur militaire, son regard balayant l'atelier à la recherche du moindre accroc, de la moindre faille. Geneviève sentait ce regard plus que jamais, non pas accusateur, mais scrutateur, comme si le simple fait d'être était devenu une forme de désobéissance. C'est alors que la porte feutrée s'ouvrit, laissant entrer, comme une rafale de vent glacial, l'arrogance glacée de Frau Schmitt. Elle était là pour un essayage, son manteau de vison jeté avec une désinvolture qui insultait la famine ambiante. Son époux, un colonel de la Gestapo, avait des vues sur une nouvelle villa à Neuilly et sa femme désirait une garde-robe à la hauteur des jardins qui, paraissait-il, était immense. Moreau, le tailleur de la Frau Schmitt, annonça Madame Dubois, la voix neutre, mais un froncement de sourcils invisible sur son front. Geneviève s'approcha, son maître ruban comme une liane souple, ses épingles prêtes à marquer les frontières d'un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Frau Schmitt la toisa, un sourire fin aux lèvres. « Ah, la petite main. Vous avez des doigts d'or, mais des oreilles, j'espère, qui ne retiennent que mes mensurations. » C'était une plaisanterie, lourde de sous-entendus, une pique gratuite qui résonna dans le silence tendu de l'atelier. Geneviève répondit avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Mes oreilles sont dédiées à l'art d'entendre ce que la silhouette désire, Frau Schmitt. » La séance d'essayage commença. Tandis que Geneviève ajustait l'ourlet d'une robe de soirée en taffetas vert émeraude, une couleur presque insolente dans ces temps gris, Frau Schmitt se laissa aller à une conversation mondaine, mêlant potins insignifiants et bribes d'informations potentiellement explosives. « Mon Werner est enchanté de nos nouveaux voisins, confia-t-elle, admirant son reflet. Le général von Richter est un homme charmant. Il a des projets passionnants pour notre rayonnement culturel en France. Il parle d'une exposition d'œuvres d'art confisquées, un grand bal à l'ambassade. » Elle rit. « Et devinez quoi, Moreau ? Il exige que toutes les dames portent du Chanel, un véritable hommage. » Geneviève sentit son cœur battre un peu plus vite. Rayonnement culturel, œuvres d'art confisquées, bal à l'ambassade. C'était le langage codé de l'occupation, où le luxe masquait le pillage. Elle se pencha pour épingler un revers, et sa main frôla le col de la robe, où une petite broche en émail représentant un Edelweiss était épinglée. Une broche exquise, Frau Schmitt. De haute montagne, j'imagine. Frau Schmitt sourit, satisfaite de son effet. Un souvenir de Berchtesgaden. Le général la portait lors de notre première rencontre. Un petit cadeau, un petit rappel de nos origines. Elle fit une pause, son regard se posant sur Geneviève, une lueur de suspicion ou de simple vanité dans les yeux. « Vous êtes très attentive, Moreau, une vertu rare de nos jours. » Geneviève soutint son regard. « C'est ma profession, Frau Schmitt. » Une fois la cliente partie, laissant derrière elle un parfum entêtant et un silence encore plus lourd, Geneviève se retira aux toilettes, le cœur martelant ses côtes. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle sortait la petite boîte d'allumettes vide, puis le papier ultra fin. Von Richter. Exposition. Bal ambassade. Edelweiss, Berchtesgaden. Rappel. Elle écrivit «
les mots à peine lisibles sur la feuille minuscule, le crayon grattant comme un secret divulgué. Ses doigts étaient à la fois maladroits et urgents, l'adrénaline pompant dans ses veines. Elle plia le papier en 4, le glissa dans la boîte, puis la dissimula dans la doublure de sa blouse, l'espace qu'elle avait créé la veille. La chaleur du papier contre sa peau était un avertissement constant. La journée traîna, chaque minute étirée à l'infini par l'angoisse de la découverte. À la tombée du soir, alors que le couvre-feu commençait à draper Paris de son linceul noir, Geneviève sortit de l'atelier, ses pas mesurés, son visage impassible. Le froid mordait, et le silence de la ville était brisé seulement par le sifflement occasionnel d'une patrouille allemande, les phares aveuglants balayant les rues désertes. Elle marcha vers l'Arc de Triomphe, le géant de pierre se découpant, sombre et majestueux, contre un ciel voilé. Chaque ombre semblait abriter un guetteur. Le bruissement d'une feuille, le craquement d'une branche, chaque son résonnait comme un coup de feu. Au lieu convenu, derrière le pilier ouest, là où la statue de la paix regardait le vide, elle s'arrêta. Ses doigts trouvèrent la petite cavité dans le mur que lui avait décrite Antoine. Juste au moment où elle allait glisser la boîte d'allumettes, des bruits de bottes résonnèrent au loin, se rapprochant. Une lumière aveuglante balaya le rond-point. Une patrouille. Son cœur rata un battement, puis s'emballa. Elle se figea, le sang glacé dans ses veines, la petite boîte encore dans sa main. La lumière se rapprochait, découpant sa silhouette contre la pierre. Elle n'avait pas le temps de s'échapper ni de dissimuler la preuve. Geneviève inspira profondément. Ses yeux tombèrent sur une petite fleur fanée, oubliée entre les pavés. Sans hésiter, elle se pencha, comme si elle admirait cette marque de vie résiduelle. La lumière du projecteur passa sur elle, puis continua sa course, révélant la patrouille qui passait devant l'arc sans s'arrêter. Quand le bruit des bottes s'estompa, elle se releva, la main toujours tremblante, et glissa enfin la petite boîte dans l'orifice. Le soulagement fut physique, une vague de chaleur et de vertige. Elle était passée. Son premier point avait été piqué. Mais le parfum du danger n'était plus une métaphore. Il était réel, palpable, et collait à elle comme le satin à une peau moite. Elle était Geneviève Moreau, et le fil de son destin venait de se tendre, menaçant de se rompre à chaque instant. Quelques jours après cette nuit glaciale et le premier point délicatement piqué dans le linceul de Paris, Geneviève sentait déjà la sève du danger circuler différemment en elle. Ce n'était plus une peur abstraite, mais une vigilance accrue, un sens aiguisé du détail, chaque couture sur une robe pour une épouse d'officier nazi, chaque murmure dans l'atelier, chaque parfum de tabac allemand devenait une information potentielle. Le monde feutré de Chanel, jadis refuge de l'élégance, s'était mué en une cage dorée où elle observait ses geôliers. La dichotomie était cruelle. Le froufrou des soies les plus fines, le cliquetis des timbres contre les aiguilles d'or, contrastant avec les queues interminables pour le pain et le silence écrasant du couvre-feu. Geneviève, visage toujours impassible, main toujours à droite, naviguait cette dualité avec une maîtrise croissante. Un après-midi, tandis qu'elle ajustait l'ourlet d'un tailleur pour Frau Schmidt, la même cliente arrogante, mais dont le mari, murmurèrent les allées, était un certain Obersturmführer de la Gestapo au Majestic, Madame Dubois, la chef d'atelier, s'approcha. Son visage, habituellement tiré par la pragmatique survie, portait une nuance d'inquiétude rare. « Geneviève, ma chérie, dit Madame Dubois d'une voix basse, presque inaudible, son regard balayant l'atelier. Monsieur Antoine m'a fait parvenir un mot. Il vous attend au café des Deux Amis, ce soir, à 20h, sous la toile cirée du fond. Ne soyez pas en retard. Et surtout, elle marqua une pause, ses yeux s'accrochant à ceux de Geneviève, « Soyez invisible !» Le café des Deux Amis était un de ces établissements qui défiaient l'occupation par son simple entêtement à exister. Une chaleur âcre de tabac et de café de substitution planait sous le plafond bas. La conversation y était un murmure collectif, une cacophonie discrète où chaque phrase semblait pouvoir être mal interprétée. Geneviève s'assit à la table indiquée, le dos à la fenêtre, commandant un ersatz de café. Antoine était déjà là, une silhouette anonyme dans la pénombre, son visage éclairé par la flamme vacillante d'une bougie maigrelette. Il ne la salua pas directement, mais la rejoignit d'un mouvement fluide. Ses yeux, d'un bleu perçant, balayèrent la pièce avant de se poser sur elle. « Le jeu s'intensifie, Geneviève, » dit-il, sa voix basse, grave, sans la moindre trace d'émotion. Il posa sur la table un paquet de gauloises qu'il fit glisser vers elle. « Votre première récolte était informative. Mais nous avons besoin de plus. » Geneviève prit une cigarette, jouant le rôle de la femme fatale occasionnelle. «
Je ne suis qu'une couturière, monsieur. Je tisse des robes, pas des stratégies. Et c'est précisément votre talent, rétorqua Antoine, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Nous avons appris que l'Obersturmführer Schmidt, le mari de votre charmante cliente, détient les plans de ravitaillement pour les troupes du Nord. Un document crucial, il détaille les mouvements logistiques et les dépôts. Ils sont essentiels pour la prochaine opération de la résistance. Le sang lui glaça les veines. Des plans de ravitaillement. Ce n'était plus une observation passive, c'était une intrusion directe au cœur de la bête. « Et où se trouve ce document ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment stable. « Dans son bureau personnel au 4e étage de l'hôtel Majestic. Le Majestic, le quartier général de la commandanture allemande, le cœur même de l'occupation à Paris. » Un frisson parcourut Geneviève. « Et comment pourrais-je y avoir accès ? Frau Schmidt a demandé des ajustements de dernière minute sur sa robe de soirée pour le bal du commandant. Elle désire que vous vous rendiez à leur appartement au Majestic demain après-midi. Vous aurez une opportunité. » Antoine posa sur la table une petite aiguille à coudre, plus épaisse que les autres, à l'intérieur de laquelle se trouvait un minuscule cylindre. C'est un microfilm. Le document est long. Il vous faudra le photographier page par page. La mini-caméra est dans la doublure de ce paquet de cigarettes. Il glissa le paquet de gauloises devant elle. Vous avez 1 heure, pas plus, et aucune erreur. Un vertige la saisit. Une couturière, dans le repère du Gestapo, maniant une caméra miniature pour photographier des plans de guerre. C'était de la folie. Si je suis découverte, si vous êtes découverte, Geneviève, la France n'a jamais entendu parler de vous, et Chanel non plus. La cruauté de sa réponse était un coup de marteau. Mais vous êtes agile, vous êtes invisible, vous êtes la femme que l'on ne regarde pas, parce que l'on ne voit que la robe qu'elle tient. Utilisez cela. Geneviève regarda la flamme danser. La couturière en elle voyait les risques, la complexité de l'entreprise, le fil si fin qui pouvait se rompre. Mais l'espionne, l'ombre qui avait commencé à prendre forme derrière l'arc de triomphe, calculait déjà les angles, les secondes, les cachettes possibles dans les étoffes. « Ce sera fait, » dit-elle, sa voix ferme, éteignant sa cigarette. Antoine ne répondit pas. Il se leva, sa silhouette se fondant dans la pénombre du café, laissant Geneviève seule avec le poids d'un destin qui venait de s'alourdir de façon irréversible. Elle était passée de simple coursier à acteur direct, une lame aiguisée sur le cuir de l'ennemi. Le parfum du danger n'était plus une odeur extérieure, il imprégnait désormais chaque fibre de son être, chaque point qu'elle allait coudre. Elle n'était plus seulement Geneviève Moreau, elle était l'instrument d'une espérance fragile et terrible. Le fil de son destin, tendu à l'extrême, menaçait maintenant de se rompre à l'intérieur même du Majestic. Le Paris gris du matin, maculé de la suie des cheminées et du souffle gelé des passants, s'étirait paresseusement. Mais pour Geneviève, ce n'était qu'un décor flou, une toile de fond sur laquelle se projetait l'image obsédante du Majestic. Elle sentait le poids de la petite aiguille dans la doublure de son manteau, le paquet de gauloises serré dans son sac comme des reliques mortelles. Le bus qui la menait vers l'avenue Kléber était un cercueil roulant, chaque secousse ravivant la peur qui lui nouait l'estomac. Le Majestic, autrefois temple de l'élégance parisienne, se dressait désormais comme une forteresse glaciale. Des sentinelles casquées montèrent la garde, leurs fusils pointés vers le néant, ou peut-être vers l'avenir incertain. L'enseigne de l'hôtel, autrefois lumineuse, était éteinte, comme la gaieté de la ville. Le hall où jadis résonnaient les rires et le tintement des verres était silencieux, imprégné de l'odeur du cirage allemand et d'une austérité nouvelle. Geneviève salua d'un hochement de tête un soldat au visage fermé, son accréditation Chanel en main. Sa robe noire, son chignon impeccable, son sourire professionnel, tout était une armure, une mise en scène parfaite de l'invisibilité. « Madame Schmidt ?» dit-elle à la réceptionniste française, dont le visage portait les stigmates d'une résignation profonde. La femme la conduisit à l'ascenseur, son silence plus éloquent que n'importe quel reproche. L'appartement du Hauptsturmführer Schmidt était un paradoxe. Des meubles Louis XV volés aux grandes demeures françaises se heurtaient à la froide efficacité d'un bureau de guerre. Des fleurs exotiques ornaient une table basse, mais le parfum piquant des cigares allemands dominait l'air. Frau Schmidt, une femme aux cheveux blonds tirés et aux traits durs, attendait, impatiente. « Enfin la couturière !» dit-elle d'une voix sèche, sans même un regard. « Cette robe, elle me sert trop. Le bal de l'ambassade est ce soir. » Geneviève s'approcha, 1 mètre ruban à la main. « Mes excuses, madame. La soie prend parfois du corps avec l'humidité. Nous allons rectifier cela immédiatement. »
Elle s'agenouilla, ses doigts agiles effleurant l'étoffe précieuse qui moulait les courbes généreuses de la femme allemande. Tandis qu'elle épinglait le tissu, ses yeux balayèrent dans la pièce avec une discrétion hypnotique. La pièce était ordonnée, presque trop. Mais son regard s'arrêta sur un bureau en acajou, lourd de dossiers. Un dossier, précisément, était à moitié ouvert, des schémas et des cartes dépassant de la reliure. C'était là. Elle le sentit. « Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui », remarqua Frau Schmidt, son regard s'attardant sur Geneviève comme un prédateur sur sa proie. « La situation vous pèse ?» Geneviève leva les yeux, offrant un sourire contraint. « Les robes ne pardonnent pas l'inattention, madame, et la précision est un luxe que Paris ne peut plus se permettre. » Un double sens qui laissa Frau Schmidt perplexe. Un coup frappé à la porte. « Entrez !» aboya Frau Schmidt. L'Hauptsturmführer Schmidt lui-même entra, grand et imposant, son uniforme impeccable. Son regard froid parcourut Geneviève avant de se poser sur sa femme. « Chérie, je t'avais dit que je viendrais chercher mes documents. » Il s'approcha du bureau, sans faire attention à la couturière. Geneviève se figea, ses épingles à la main, le cœur battant à tout rompre. Il allait prendre les documents. Sa chance s'envolait. « Karl, ne me dérange pas !» dit Frau Schmidt agacée. « La couturière travaille, et d'ailleurs tu pourrais être plus élégant. Ce bal est important. »« Plus élégant ?» Schmidt ricana. « J'ai des affaires plus pressantes que ces mondanités. » Il posa sa main sur le dossier. C'est alors que Geneviève, animée d'une audace désespérée, se redressa vivement. « Madame, si vous pouviez vous retourner. La taille a besoin d'un ajustement plus audacieux pour le bal. » La manœuvre était risquée, mais elle fonctionna. Frau Schmidt, flattée et soucieuse de son apparence, se tourna, offrant une distraction bienvenue. Schmidt hésita, sa main toujours sur le dossier. « Karl, ne me dérange pas avec tes papiers. Prends-les et va-t'en. Je veux être parfaite ce soir. » Avec un soupir, Schmidt attrapa le dossier, le referma sans l'ouvrir et le glissa sous son bras. « Serre, Gut, ne sois pas trop longue, mon amour. » Il jeta un dernier regard à Geneviève, un regard où se mêlaient une indifférence hautaine et une vague suspicion, avant de quitter la pièce. Le monde sembla se remettre à respirer. Geneviève sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Le dossier était parti. La mission était compromise, voire impossible. Elle avait raté sa seule chance. La déception et la terreur se disputaient dans sa poitrine. « La couture, mademoiselle, demande plus que de l'audace, » dit Frau Schmidt, son ton reprenant son arrogance habituelle. « Elle demande de la compétence et de la discrétion. » Geneviève se pencha à nouveau, ses mains tremblantes. « Je vous assure, madame, ma discrétion est ma meilleure qualité. » Elle épingla la dernière retouche, le goût amer de l'échec en bouche. Une fois Frau Schmidt partie se changer, Geneviève se retrouva seule dans la pièce, le temps d'attendre la voiture qui la ramènerait à l'atelier. Son regard désespéré parcourut le bureau vide. Elle avait perdu. L'aiguille à microfilm pesait comme une culpabilité. C'est alors qu'elle le vit. Un détail minuscule. Au bord du tapis, juste à côté du bureau, une feuille de papier, fine et grise, dépassait légèrement. Sans réfléchir, dans un mouvement fluide, elle s'agenouilla, feignant de ramasser une épingle tombée, et la saisit. C'était une note, écrite à la main, un plan d'approche préliminaire, un croquis de fortification côtière, visiblement arraché d'un document plus grand. Ce n'était pas le microfilm, pas le document complet, mais c'était quelque chose. Une miette de pain dans la gueule du loup. Elle sentit l'urgence monter. Elle n'avait pas la mini-caméra. La seule option était de mémoriser. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque symbole. Elle était couturière, habituée à retenir des patrons complexes, des mesures au millimètre près. C'était un patron de mort qu'elle devait désormais imprimer dans sa mémoire. Son cerveau devint un appareil photo, enregistrant chaque détail de ce fragment de papier, sa texture, l'encre qui s'étalait à peine. Chaque seconde passée était un risque. La porte pouvait s'ouvrir à tout moment. Puis, avec une célérité stupéfiante, elle glissa la feuille dans la couture de sa doublure, là où elle avait caché l'aiguille. Ce n'était pas un microfilm, mais c'était un message. Le message que même dans l'échec apparent, il y avait toujours un fil à tirer. La voiture de l'hôtel la ramena à Chanel, les rues de Paris lui semblant plus sombres encore. Elle n'avait pas accompli la mission telle que prévue, mais elle avait échappé au piège. Et elle avait un secret. Un secret qui brûlait dans sa mémoire, un plan qui s'esquissait désormais dans son esprit. La couturière de Coco Chanel avait échoué, mais l'agente Geneviève Moreau avait survécu et elle ramenait un fragment de l'ennemi. Le fil de l'échafaud n'était pas rompu. Il était simplement devenu plus ténu, plus dangereux et terriblement personnel. Le parfum du danger avait mué, et désormais, il avait le goût de la victoire arrachée de justesse.
Le vent du matin, porteur des effluves de pain rassis et de désinfectants, fouettait le visage de Geneviève tandis qu'elle remontait la rue Cambon. Paris s'éveillait sous un ciel gris et hésitant, ses façades haussmanniennes délavées par la brume. Les boulangeries déversaient de l'odeur du pain de guerre, mais les estomacs grinçaient toujours. Chaque silhouette pressée, chaque regard fuyant, tissait la tapisserie lourde de l'occupation. Geneviève, cependant, ne voyait que les motifs invisibles, ceux du danger et de l'espoir. Le fragment de carte, gravé dans sa mémoire et caché dans sa doublure, lui brûlait encore les doigts. Ce n'était pas la victoire, mais l'échappatoire d'une mort certaine. Le parfum du danger avait mué, et désormais, il avait le goût de la victoire arrachée de justesse. La veille au soir, une note, aussi discrète qu'un murmure sous les pas des patrouilles, l'avait convoqué pour une retouche urgente. Pas pour Madame Dubois, non, pour l'Obersturmbannführer Ernst Vogel. Le nom résonnait comme un coup de fusil sec dans le silence de l'aube. Vogel n'était pas un simple dignitaire. C'était l'œil, l'oreille et le poing de la Gestapo dans les hautes sphères de l'administration militaire. Un homme d'une intelligence aiguisée, dont le regard bleu d'acier pouvait déshabiller une âme plus vite qu'un tailleur ne défait une couture. Dans le salon privé de l'atelier Chanel, l'or et le velours criaient une opulence obscène, un déni criant de la misère ambiante. Madame Dubois, le visage plus tiré que d'habitude, accueillit Geneviève d'un regard nerveux. « Il est déjà là, ma petite. Soyez prudente !» L'avertissement était superflu. Vogel se tenait devant la glace, un uniforme flambant neuf d'une étoffe d'une qualité inouïe, drapé sur son cadre athlétique. Il était grand, d'une élégance glaciale, et son port militaire était impeccable. Il se tourna vers Geneviève, un sourire mince étirant ses lèvres. « Ah, mademoiselle Moreau, votre réputation vous précède. On dit que vous avez le don de rendre parfait ce qui est déjà admirable. » Sa voix était douce, presque feutrée, mais Geneviève y perçut le fil invisible de la menace. « C'est un honneur, Herr Obersturmbannführer, » répondit Geneviève, sa propre voix étonnamment stable. Elle s'approcha, son maître ruban enroulé autour de son cou comme un serpent endormi. L'odeur du tissu neuf se mêlait à un parfum masculin puissant et entêtant. Elle commença son travail, ses doigts experts glissant sur la laine, ses yeux observant les plis du dos, les épaules. Son cerveau, lui, s'activait à 1000 à l'heure, enregistrant chaque détail du salon. Sur une petite table Louis XVI, à côté d'une pile de magazines français dont les couvertures glorifiaient la collaboration, reposait un dossier en cuir. Il était entrouvert et une carte, d'une envergure bien plus grande que le fragment qu'elle avait mémorisé, dépassait légèrement. Son cœur fit un bond. « On dit que les couturières voient tout, n'est-ce pas, mademoiselle Moreau ?» reprit Vogel, ses yeux fixés sur son propre reflet dans le miroir. Les petits défauts, les secrets cachés sous les apparences, Geneviève s'agenouilla pour vérifier l'ourlet du pantalon, une proximité dangereuse. Seulement ce que nos aiguilles nous permettent de corriger. Herr Obersturmbannführer. Nos yeux sont tournés vers l'harmonie, non vers les failles. Vogel la regarda dans la glace. Une philosophie admirable, mademoiselle. Mais l'harmonie n'est-elle pas parfois le résultat d'un déséquilibre savamment dissimulé ? Elle sentit son souffle se bloquer. Elle devait voir cette carte. Elle devait comprendre. Faisant mine de chercher une épingle introuvable dans sa pochette, elle se pencha, son regard furtif dévorant le contenu du dossier. C'était la carte des défenses côtières qu'elle avait vue, mais complète. Des flèches rouges indiquaient des mouvements de troupes massifs vers le nord, vers la Normandie. Des cercles bleus marquaient de nouvelles positions d'artillerie lourde, des nids de frelons, comme les Allemands les appelaient. Et, plus grave, des dates précises, cryptées par un code qu'elle reconnut comme étant lié aux horaires de marée et aux phases lunaires. C'était le plan d'une contre-attaque, ou plutôt le renforcement d'une défense en prévision d'un débarquement allié. C'était le tableau complet. La précision chirurgicale de son esprit de couturière se mit à l'œuvre. Chaque symbole, chaque numéro de régiment, chaque nom de lieu, chaque date associée. Elle était un appareil photo, un télégraphe, une mémoire vivante. La moindre erreur serait fatale, non seulement pour elle, mais pour des milliers de vies. Ce tissu, il est un peu rigide ici. Herr Obersturmbannführer, dit-elle d'une voix neutre se redressant. Elle effleura son épaule, sa main frôlant le revers de sa veste. Une petite retouche s'impose pour une liberté de mouvement optimale. Vogel la regarda, un sourire énigmatique sur le visage. « Vous avez des yeux rapides, mademoiselle Moreau, une acuité presque animale. » Un frisson glacial lui parcourut la nuque. Il savait, ou il soupçonnait.
Il jouait avec elle, comme un chat avec une souris, la testant, savourant sa propre supériorité. « C'est mon métier. Herr Obersturmbannführer », répondit-elle, son regard rencontrant le sien dans le miroir. Elle ne s'y a pas. Observer les détails les plus infimes, percevoir ce qui échappe aux autres, c'est la signature de la perfection. Il y eut un long silence, chargé d'une tension palpable. Le temps semblait s'être étiré, chaque seconde une éternité. Puis Vogel rit, un son sec et dénué de chaleur. En effet, la perfection, c'est ce que nous recherchons, n'est-ce pas, dans toutes les choses. Il fit un geste de la main vers le dossier. « Rangez-moi ça, voulez-vous ? Je suis en retard. » Geneviève s'exécuta, ses mains tremblantes à peine perceptibles. Elle referma le dossier, sa couverture de cuir claquant doucement. Le son résonna dans le silence du salon comme un coup près. Elle acheva la retouche, ses doigts retrouvant une routine apaisante. Quand elle eut fini, Vogel la remercia d'un bref hochement de tête. « Vous avez du talent, mademoiselle Moreau, du vrai talent. Je vous remercie, Herr Obersturmbannführer. » Elle sortit du salon, son visage imperturbable, ses pas réguliers. Mais à l'intérieur, c'était un chaos assourdissant. Elle avait la pièce finale du puzzle, le plan de défense complet, le moment, le lieu, l'ampleur. La couturière de Coco Chanel avait accompli sa tâche. L'agente Geneviève Moreau portait désormais le poids de l'avenir sur ses épaules. Le fil de l'échafaud n'était pas rompu, il était devenu une toile complexe, mortelle, reliant les destins de la France et des Alliés à la pointe de son aiguille. Le goût de la victoire arrachée de justesse avait maintenant l'amertume terrible de la vérité. La guerre, elle le savait, ne serait plus jamais une affaire de secrets murmurés, mais de vie donnée. Le lourd portail de fer forgé se referma derrière Geneviève avec un grincement discret, un soupir d'acier que seuls les murs centenaires des hôtels particuliers semblaient entendre. L'air frais de la nuit de Paris, parfumé de charbon de bois et d'une lointaine odeur de misère, lui mordit les joues. Ses pas étaient réguliers sur les pavés humides, son allure impeccable. Nul n'aurait deviné que sous le velours de son manteau et la dignité de son chignon, un plan militaire entier de l'occupant allemand venait de s'imprimer dans les replis les plus secrets de son esprit. Elle longea le quai Anatole France, où la Seine, sombre et indifférente, reflétait les rares étoiles et l'éclat terne des réverbères masqués. Le fleuve, témoin silencieux des drames et des amours de Paris, semblait ce soir-là porter le poids de son propre secret. Chaque silhouette croisée était une menace potentielle, chaque bruit lointain, le spectre d'une patrouille. Mais Geneviève, elle, ne voyait que les lignes abstraites des fortifications ennemies, les coordonnées des postes de commandement, les fréquences radio et les itinéraires des convois, tout ce que le dossier de Vogel lui avait involontairement offert. Elle les revoyait, les reclassait, les renforçait dans sa mémoire, chaque détail cousu au fil d'une détermination nouvelle. Son rendez-vous était à la brasserie Le Chat Noir, un repère discret où l'amertume du café de Chicorée se mêlait au murmure de la survie. Jules, son contact, un ouvrier typographe au visage buriné et aux mains tachées d'encre, l'attendait, sirotant son ersatz. Il la salua d'un hochement de tête à peine perceptible. L'échange se fit dans le bruit des tasses et des conversations étouffées sous le regard lourd d'une serveuse aux yeux cernés. « Le colonel aime le nouveau modèle, mademoiselle Moreau ?» demanda Jules, sa voix rocailleuse couvrant juste le froissement de la nappe. Geneviève s'assit, posant son sac à main sur la table. « Il est très enthousiaste, monsieur Dufour. Il a même évoqué des modifications d'envergure, des renforts dans le drapé ici, une coupe plus audacieuse là, un style qu'il imagine, disons, imprenable. » Jules, les yeux rivés sur sa tasse, esquissa un sourire imperceptible. « Imprenable, dites-vous. Cela nécessite une adaptation rapide, j'imagine ? » En effet. Il m'a longuement détaillé la structure, les doublures, les points de renfort. Un plan très précis. Geneviève prit une gorgée de son café. Il estime que l'ensemble sera prêt pour la fin de la semaine, un événement d'importance. Les mots étaient des fils invisibles, tendus dans l'air saturé de fumée de tabac. Jules comprenait le plan défensif détaillé de Paris, l'ampleur et les dates des mouvements, la vulnérabilité des positions clés. Le drapé était la topographie, les renforts, les emplacements des bunkers, la coupe audacieuse, les manœuvres stratégiques, l'événement d'importance, l'imminence d'une opération majeure. Je veillerai à ce que nos ateliers soient informés. L'étoffe est-elle de qualité ? demanda Jules, terminant sa tasse. D'une qualité allemande. Très robuste, mais elle a ses faiblesses.
Il suffit de trouver le bon fil à tirer et tout peut se défaire. Elle le regarda droit dans les yeux. Le colonel est un homme de confiance, monsieur Dufour. Il ne soupçonne rien. Jules se leva. Je vous crois, mademoiselle Moreau. Votre talent est indiscutable. Il quitta la brasserie. Geneviève resta seule un instant, le poids du monde désormais partagé. Le goût amer du café dans sa bouche lui rappelait que même la victoire avait un arrière-goût de cendre. Quelques jours plus tard, le ciel de Paris fut déchiré par le fracas. Des explosions lointaines, des sirènes hurlant comme des bêtes blessées, les coups sourds de l'artillerie antiaérienne. Dans son petit appartement, Geneviève écoutait le ballet macabre, le cœur battant à tout rompre. Elle s'était postée près de la fenêtre, le visage collé à la vitre, observant les lueurs oranges peindre l'horizon. La ville, habituellement soumise, vibrait d'une fureur contenue. C'était la résistance, ce n'était plus un secret murmuré. L'information avait été transmise, analysée et avait frappé au cœur de la bête, des dépôts de munitions détruits, des convois retardés, des communications brouillées. Paris saignait, mais Paris se battait. Le lendemain, l'atmosphère à l'atelier Chanel était glaciale. Les clientes allemandes, habituellement hautaines, arboraient des visages blêmes. Madame Dubois, d'ordinaire si rigide, affichait une tension palpable. Mais ce fut le visage d'Herr Obersturmbannführer Vogel, lors d'une visite inopinée, qui frappa Geneviève. Ses traits étaient tirés, ses yeux des fentes de colère froide. Il arpenta l'atelier, son regard balayant chaque ouvrière, s'attardant sur Geneviève avec une intensité glaçante. « Certains d'entre nous n'ont aucune notion de la loyauté, mademoiselle Moreau, » déclara-t-il, s'arrêtant devant elle alors qu'elle ajustait un corsage. Sa voix était un murmure dangereux. Ils tissent des toiles de trahison sous le nez même de ceux qui les nourrissent. Geneviève leva les yeux, ses doigts agiles continuant leur ouvrage. La loyauté est une qualité rare, Herr Obersturmbannführer, et la trahison. Parfois elle se cache dans les plus beaux atours. Qui peut distinguer le vrai du faux sans un œil expert? Il la fixa, un duel silencieux dans le miroir. C'est pourquoi nous devons être vigilants, mademoiselle Moreau. Découvrir chaque point de couture suspect, chaque fil lâche. Chaque imperfection, Herr Obersturmbannführer, c'est mon métier. Et le vôtre, sans doute. Vogel sourit, un sourire sans joie. En effet, votre perspicacité était remarquable, ne la perdez jamais. Il partit. Geneviève sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Il savait, ou il soupçonnait. Elle était sur le fil du rasoir, plus que jamais. La victoire avait eu un prix, et ce prix était désormais gravé dans la chair même de sa survie quotidienne. Les mois passèrent, lourds et sanglants. Geneviève continua son double jeu, ses aiguilles devenues les témoins silencieux d'une guerre souterraine. Chaque robe qu'elle créait pour les épouses des occupants était un voile sur ses propres activités, chaque sourire, une arme. Elle portait en elle la connaissance des réseaux, des caches, des trahisons et des sacrifices. Elle avait sauvé des vies, modifié le cours de petites batailles, mais elle savait que la guerre ne se gagnait pas avec la seule aiguille. Elle avait vu l'horreur des représailles, les visages des innocents arrêtés, l'intensification de la peur. Un soir de pluie fine, longtemps après la libération, Geneviève se retrouva seule dans un Paris enfin libre, mais toujours marqué par ses cicatrices. Elle traversa le pont des Arts, le fleuve sous elle, charriant les souvenirs. Elle n'était plus la jeune femme qui traçait des lignes avec une concentration d'acier. Ses yeux avaient vu trop d'ombre. Son âme portait le poids des secrets murés. La couture, son art, était devenu un refuge. Mais le silence des ateliers ne parvenait plus à masquer le brouhaha des fantômes. Elle avait été une héroïne, mais sans laurier ni médaille visible. Son rôle, un chuchotement dans les annales secrètes de la résistance. Elle avait choisi de rester l'élégante couturière de Coco Chanel, une figure discrète dans le renouveau de la mode parisienne. Personne ne devinait la guerre qu'elle avait menée seule, dans les plis de la soie et le murmure des confidences. Le fil de l'échafaud n'était pas rompu, il était devenu la trame de sa propre vie, une toile complexe de gloire silencieuse et de sacrifices perpétuels. Elle avait donné à la France plus que des secrets, elle lui avait donné une part d'elle-même, irrécupérable, tissée à jamais dans l'étoffe même de l'histoire. Et le goût de cette victoire, arraché à même les coutures de l'ennemi, avait à jamais l'amertume terrible de la vérité.